Elle est assise face à un public, quelque part entre Brazzaville et l'exil. Une phrase sort de sa bouche, presque dans un souffle. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas une esquive. C'est l'aveu d'une femme qui a mis 60 ans à essayer de comprendre comment son mari a pu mourir sous ses yeux, sans qu'elle sache pourquoi. Ni les Mali, ni l'Égypte, ni Cuba n'ont réussi à les sauver, alors qu'elle avait frappé à leur porte elle-même. Cette femme, c'est Léonie Abo. Et ce qu'elle a mis 6 décennies à raconter en entier, ce n'est pas seulement la mort de Pierre Moulélé, c'est tout ce qu'il y avait autour. Un mariage forcé à 14 ans, un piège tendu par des rebelles pour la faire entrer dans une légende sans lui donner son avis, une coépouse qu'elle n'a jamais digérée et une dernière tentative désespérée pour sauver un homme que personne, autour d'elle, ne pouvait plus protéger. Aujourd'hui, à partir de son propre témoignage et des archives disponibles, on reconstitue cette histoire minute par minute. Et on va faire une chose que peu font sur ces sujets, distinguer, phrase par phrase, ce qui est établi de ce qui reste rimeur. Avant d'être la femme de Moulélé, elle s'appelle Wassis, Hortense Léonie Abo, née en août 1945 à Malungu, au Congo-Kinshasa. Les sources hésitent entre les 15 et les 16, un détail mineur jamais tranché. Sa mère meurt en la mettant au monde, dans sa langue, Abambunda. Les pronoms qu'on lui donne, Abo, signifient littéralement deuil. Elle grandit orpheline des mères, dans une société où une fille n'a presque aucune prise sur sa propre vie. À 14 ans, elle est mariée de force à un homme violent, Gaspard Mumputo. Les mariages tournent au calvaire et se terminent par un scandale. En juin 1962, son mari la traîne devant un tribunal avec son amant et les envoie en prison. 1 mois pour avoir quitté les foyers conjugaux. C'est cette prison et non une vocation politique et précoce qui est le vrai point de départ de son histoire. Peu après sa libération en 1963, ses propres frères la convainquent de rejoindre un groupe de rebelles dans le Kwilu. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de faire les pas qui va la lier pour le reste de sa vie au nom de Pierre Moulélé. Voici un détail que peu de résumés rapportent. Elle n'est pas entrée dans les maquis en connaissance de cause. On lui fait croire qu'un grand frère est malade dans les villages voisins. Ce n'est qu'en arrivant qu'elle découvre la vérité. L'homme malade, c'est Pierre Moulélé lui-même. Pourquoi ces mensonges? Parce que la population, à cette époque, redoute cet homme, presque invisible, dont on dit qu'il fait des miracles. Il faut une ruse pour l'approcher sans effrayer ce qu'on veut recruter. Elle est prise dans le groupe pour une raison précise, ses compétences d'infirmière, acquises dans une formation coloniale à Kifusha. Au départ, ils sont 10, 9 garçons et elle, seule fille. Très vite, l'endoctrinement politique commence. Géographie régionale, théorie marxisante des 5 stades de l'humanité et une doctrine assumée de Moulélé. Il ne vient pas déclencher la lutte des suites, il vient former des cadres partout dans le pays pour un soulèvement plus large plus tard. La première alerte sérieuse arrive, vite, un espion infiltré et démasqué. Incapable de répondre aux codes rituels échangés entre combattants, les groupes déménagent en urgence, puis viennent les premiers vrais combats. Près de Lokamba, un épisode révélateur.
Des chefs coutumiers proposent un rituel censé rendre les partisans invulnérables des balles. Moulélé l'accepte à contre-cœur pour ne pas décourager ses hommes. 2 partisans sont blessés dès l'attaque suivante. La leçon qu'il en tire devant tout le monde est sans ambiguïté. Ce n'est pas la magie qui protège, c'est la tactique, la dissimulation, l'embuscade, la ruse. Le mariage avec Moulélé s'est fait selon la coutume. D'autres versets accordent 2 familles qui se connaissaient déjà par une tante commune. Mais devenir Madame Moulélé est un maquis assiégé. Ce n'est pas un statut honorifique, c'est une cible. Léonie Abo elle-même subit la torture. C'est que les témoignages désignent par l'expression la mise en commande. Une nuit, elle est prévenue qu'une opération militaire vise spécifiquement les femmes de son village, précisément parce qu'elle est l'épouse de Moulélé. Elle fuit avec son frère. Les villages qu'elle vient de quitter voient juste après son départ 52 jeunes filles arrêtées par l'armée. Les quotidiens du maquis, à partir de 1965 et 66, c'est une zone libérée, plus vaste que la Belgique, et une survie à la limite du supportable. 9 mois de déplacements continus, du manioc cru ou fermenté sans une once de sel. Aucun abri fixe. L'alerte quand l'armée approche se transmet par tam-tam, des villages en village. C'est ce système, autant que les armes, qui garde les mouvements en vie. C'est ici que les témoignages sortent du registre héroïque, selon son propre écrit, une source unique à prendre avec la prudence qu'elle mérite. Moulélé s'éprend d'une autre femme pendant cette période et envisagerait même une 3e union. Léonie Abo en est, dit-elle, profondément déçue. Aucune autre source ne confirme ces détails précis. On les rapporte donc tels qu'elle l'a livré, pas comme un fait acquis. Ce qui est mieux établi, en revanche, c'est ce qu'elle vit en tant que mère au cœur de la guerre. Début 1964, elle accouche des jumeaux, un garçon et une fille, prénommés Pierre et Léonie Moulélé. Un autre garçon né vers 1967, un enfant, ailleurs, ne survit pas à la naissance. Les conditions des guerres ne pardonnent rien. Un jour, lors d'une attaque surprise, elle porte sur son dos l'enfant d'une coépouse pour éviter que ses pleurs n'attirent l'ennemi sur tous les groupes. L'enfant survit. Il y a un angle que la chaîne n'a presque jamais traité, les rôles réels des femmes dans ces maquis. Elle cite 2 commandantes par leur nom. Nelly Labute, qui dirige une compagnie entière et étend la lutte jusqu'à Kikwit, et Godelieve Mandinga, capable de donner des leçons politiques à des hommes. Des femmes armées au combat partout où les hommes allaient. Des femmes utilisées pour les renseignements précisément parce qu'on les soupçonnait moins. Vendant de la nourriture aux abords des positions militaires pour observer. Une inversion complète des rôles pour l'époque, que les témoignages décrit lui-même comme n'ayant pas duré longtemps. Pierre Moulélé reste, dans une partie de la mémoire officielle, une figure des terreurs. Léonie Abo conteste ces récits de l'intérieur, sans les nier en bloc. Elle affirme que les combats ont été déclenchés par les attaques de l'armée, pas l'inverse. Elle raconte les cas d'un militaire capturé, formé politiquement, puis relâché plutôt qu'exécuté. Pour les religieux, elle situe des prêtres et des sœurs à l'intérieur même du maquis, dont un abbé Bétara, qui continue d'y célébrer la messe. La consigne des Moulélé, dit-elle, est claire. Escorter les religieux en sécurité, ne jamais les tuer. Elle reconnaît une exception, 3 prêtres tués à la mission des Kilembe, qu'elle présente comme une explosion de colère populaire après la fermeture de l'église et de l'hôpital. Et
un bombardement de la mission par l'armée qu'elle attribue, elle, à une collaboration de ces mêmes prêtres avec les militaires. Puis elle retourne à l'accusation. Un oncle de Moulélé à Kuit aurait été noyé avec sa femme et ses enfants pour n'avoir pas révélé sa cachette. Un frère aurait été enterré vivant et environ 10 ans après la mort de son fils. Sa propre mère aurait été tuée par l'armée, accusée d'avoir laissé un homme se faisant passer pour Moulélé ressusciter, rassembler la population autour de lui. 3 morts dans une même famille qu'on entend rarement dans les récits dominants de cette guerre. En 1968, les régimes de Mobutu vend dans les villages des cartes du père, une fausse iconographie de Moulélé présentée comme un flambeau de la révolution, en réalité un outil d'extorsion. Les maquis, isolés depuis 5 ans, reçoivent en mai une délégation venue de Brazzaville. D'anciens combattants exilés annoncent l'existence d'un réseau des Congolais formés à l'étranger, prêts à les rejoindre. Moulélé écrit plusieurs lettres, dont une à Antoine Gizenga, appelant à l'unité. Sans réponse, après plusieurs mois, il décide de descendre lui-même. Départ le 2 septembre 1968 en pirogue. 11 jours de traversée au milieu des hippopotames. À Brazzaville, l'accueil populaire est chaleureux. Puis les autorités militaires prennent les relais, hébergement sous surveillance. D'abord dans un camp des milices, puis chez un ministre, puis chez les chefs d'état-major. Suit un mois entier de tractations diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa sur les sorts de Moulélé. C'est le moment que Léonie Abo raconte avec les plus de précision, les plus d'impuissance. Elle dit avoir elle-même tenté d'alerter les ambassades du Mali et d'Égypte pour empêcher les retours de Moulélé à Kinshasa, puis solliciter l'ambassade de Cuba pour le mettre à l'abri. Elle décrit un émissaire visiblement nerveux, en sueur, juste avant l'annonce du départ, et elle est formelle sur un point. Elle ne sait toujours pas, 6 décennies plus tard, pourquoi ni les Cubains ni les Congolais n'ont fini par les protéger. Alors que la porte semblait entr'ouverte, « Je n'ai pas compris », répète-t-elle. Ce n'est pas une figure de style, c'est une zone d'ombre qu'elle assume elle-même sans réponse. Le départ pour Kinshasa s'est fait sous couvert d'amnistie, avec une délégation officielle. Moulélé et Léonie Abo sont séparés dès l'arrivée. Les derniers échanges qu'elle rapporte avec lui est presque testamentaire. Averti qu'il risque d'être tué, il répond par une formule fataliste sur la naissance, la vie et la mort. Il a sémé, dit-il, et espère une postérité politique malgré tout. Sous prétexte de le conduire au stade Tata Raphaël pour une présentation publique, le véhicule est détourné vers les camps Kokolo. C'est là que Moulélé est séparé du groupe et emprisonné. Léonie Abo est elle-même mise au cachot, puis détenue 3 mois. Elle déclare encore aujourd'hui, selon son témoignage, ne pas savoir comment exactement Moulélé a été tué. La date elle-même reste discutée entre les 4 et les 9 octobre 1968, sans qu'aucune source n'ait tranché définitivement. Après sa libération, l'exil à Brazzaville devient définitif. Au moment de cette causerie, elle dit y vivre depuis 24 ans, de quoi situer les témoignages autour du début des années 1990, l'époque où paraît les livres titrés de son récit. Une femme du Congo pendant des décennies, cette histoire reste largement confinée à ses livres et à ses cercles. Puis, fin octobre 2025, l'agence des presses congolaises republie son parcours à l'occasion d'un anniversaire lié à Moulélé, sans qu'on sache si Léonie Abo est encore en vie aujourd'hui ou si ces textes est un hommage posthume. La question reste à ce jour sans réponse vérifiée.
L'histoire de Léonie Abo, c'est l'histoire d'une adolescente qu'on a mariée de force à 14 ans. C'est l'histoire d'une infirmière qu'on a fait entrer dans une légende par la ruse. Et c'est l'histoire d'une femme qui a passé les restes de sa vie à porter seule la question à laquelle personne ne lui a jamais répondu.